Bonjour à tous et bienvenue dans Casapule, votre émission de bande dessinée, comics et mangas en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal et toujours en compagnie du maître des lieux, Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Bonjour Vincent. Fred, encore très éclectique ce mois-ci. Comme tous les mois. Et on commence tout de suite avec L'ombre des lumières aux éditions Delcourt. C'est un tome 1, L'ennemi du genre humain, d'Alain Hérol et Richard Guérino. Alain Hérol, c'est un des scénaristes majeurs de la bande dessinée française des 30 dernières années. Il a fait notamment Garulfo, D et Les Indes Fourbes avec Guarnido, le dessinateur de Black Sad, qui était une merveille d'écriture. Ah oui. Et avec L'ombre des lumières, il revient à l'aventure historique, mais avec une toute autre option, un tout autre cadre. On est à la fin du XVIIIe siècle. On suit un personnage principal qui est un noble, mais très loin d'être noble de cœur et d'esprit. Oui, c'est ça. C'est un chevalier qui a pour ambition de tordre le monde à sa botte, surtout les femmes. Oui. Pas forcément que. On est un peu dans l'ambiance des liaisons dangereuses, de ridicule, de Patrice Lecomte aussi un petit peu. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est des relations de cour très feutrées et en même temps on s'envoie des horreurs à la fois en frontal mais avec délicatesse et finesse. C'est ça. Et à la fois par derrière, tout en méchanceté, en trahison. Et donc voilà, c'est un récit d'aventure donc, qui se passe en France, mais vu que c'est raconté à la mode épistolaire, donc avec des échanges de lettres qui courent sur plusieurs décennies, on a quelques flashbacks, on a quelques flash-forward. Ouais. Enfin bref, Hérol a fait un boulot de construction scénaristique de furieux. De furieux. Ah, on est d'accord, de furieux. Je pense que son storyboard doit être très compliqué parce que voilà, on n'est jamais perdu, mais c'est un récit assez ambitieux qui prend son temps, qui décale la mise en découverte de son héros, ou plutôt de son anti-héros. Oui. Et c'est réjouissant à lire. Alors après, il faut aimer le mauvais esprit, parce que voilà, c'est un jeu permanent entre l'écrit et le dessin. Puisque le mode principal de narration, ce sont les lettres que s'écrivent différents personnages. L'action présentée dans les dessins n'est pas forcément très conforme à ce qui est dit dans les lettres. Exactement. Voilà. C'est ce jeu qui rajoute au côté ludique, jouissif de la bande dessinée. C'est un récit qui marche extrêmement bien en BD parce que, voilà. Rien que les noms des personnages que j'adore, moi, une femme justement, on découvre au début de l'album cette très jeune femme, Eunice de Clerfont, qui reçoit des lettres d'un monsieur un peu insistant, monsieur de Saint-Sauveur, voilà. Et puis elle fait la rencontre de Corentin de Préau-du-Vazel, baron de la Tournerie. Voilà, un personnage haut en couleur. En fait, j'ai pas envie d'en divulguer trop sur le scénario parce que les surprises vont tout le temps en allant. Voilà, oui. Ça rebondit en permanence. Et comme tu le disais, la construction du récit, c'est un bijou de réalisation. Ouais, donc je parlais en France, mais aussi en Amérique. Oui. Et là, c'est pour le moment à peine effleuré dans ce tome 1. Ce sera une aventure en 3, donc on a encore le temps de voir ce qui va se passer. Mais je pense que notre anti-héros va pouvoir un petit peu manger. Manger, ouais. Voilà. Et Guérino, le dessin de Guérino. Ah, le dessin de Guérino. Il y a une scène centrale, moi, qui s'appuie sur le fameux morceau des Indes galantes de Rameau, qui est... on écoute en même temps, c'est complètement jouissif. Et puis alors, le dessin réaliste, précis de Guérino, tant en termes d'architecture, de personnages, de paysages, et avec un apport à la couleur suivant les situations. On est sur de la pastel, sur justement des scènes pastorales, on est dans du rouge, sur des scènes un peu érotiques, parce qu'il y en a quelques-unes. Quelques petites scènes de fesses. Voilà, non, c'est pas le sujet, mais on a voilà, des choses qui nous étaient clinquantes aussi au moment des scènes mondaines qui permettent de mettre en scène le chevalier. Enfin, un dessin incroyable. Très, très très chouette dessin de Guérino qui a pris le parti de s'éloigner complètement de l'ambiance de Guarnido sur les Indes Fourbes. Qui était un peu fantasque, un peu grotesque, mais là on est dans un récit beaucoup plus vénéneux, beaucoup plus sombre, et donc c'est plus acerbe, c'est plus maîtrisé, c'est plus sec. Et un récit sur des lettres, justement, une particularité au lettrage qui a apporté aussi un lettrage très différent suivant les situations. C'est très très bien joué, très bien vu. Ouais. C'est une BD où il y a un travail de réflexion à la fois sur le genre, mais à la fois sur le scénario et l'adéquation entre dessin et histoire. C'est de l'orfèvrerie. C'est de l'orfèvrerie, on vous le conseille vraiment. Un premier tome brillantissime, on a hâte de lire les autres. Ça s'appelle donc L'ombre des lumières, le tome 1, L'ennemi du genre humain aux éditions Delcourt, d'Alain Hérol et de Richard Guérino.
Allez, quelque chose de complètement différent. Le visage de Paville aux éditions 2024 de Jérémy Perraudot, qu'on connaissait pour La Grande Odyssée, Crépuscule, voilà. Mais un auteur qui est habitué à mélanger science-fiction et aventure, mais là qui contacte une histoire un peu plus douce, ouverte sur la contemplation, le mystère, l'anthropologie, mais avec des résonances qui sont, elles, bien réelles. Alors, moi, Perraudot, je trouve que c'est un auteur de la nouvelle génération. Il doit avoir une petite trentaine d'années. Il a 4 ou 5 bouquins derrière lui. Et à chaque fois, il arrive à progresser, Ouais. à rester dans son type de récit, type d'univers, et en même temps, à chaque fois, à faire le pas de côté nécessaire pour se dire « Ah, il y a de la surprise, tiens, il a essayé quelque chose d'autre ». C'est vraiment un auteur à suivre, je trouve. Et avec le visage de Paville, je trouve qu'il grimpe encore un cran dans la maîtrise de sa narration. Ouais. Paville, c'est un envoyé de l'Empire qui a un accident de navette un peu spatial. Ouais. Elle va se cracher dans un recoin, mais vraiment très très reculé de l'Empire, où il y a à peine de relations avec le reste des gens. Et donc il est Ils recueilli. vivent presque en autarcie. Ils là, vivent les presque gens qui en vivent autarcie, là-bas, ouais. ils ont développé une religion, ils ont développé des rites, des petits rituels, une routine, une manière de se nourrir. Complètement étranger à Paville. Et Paville, lui, il est coincé pour un certain temps, le temps que l'Empire lui envoie des secours. Il va rester 2 ou 3 mois dans ce village. Et petit à petit, il va découvrir le rythme de ce village. Pourquoi ce village vit de cette façon, Ouais. à cause de son environnement, à cause de son histoire. Et donc voilà, là on rejoint le côté calme, apaisant de cette science-fiction, Oui. qui peut rappeler par moments Bourgeon et le cycle de Siane, Oui. avec vraiment une construction d'univers très poussée, très réfléchie, et en même temps, arrive la moitié du bouquin et ça change d'axe. Oui. Et ça, moi, je ne l'ai pas vu venir, et ça, j'adore. Quand je suis surpris en lisant une bande dessinée, c'est le meilleur moment de la lecture pour moi. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais donc, il y a ce côté vraiment naturaliste chez Perraudot, Oui. qui est vachement intéressant et qu'il n'avait pas encore exploré jusqu'ici. Et en même temps, ça reste de la science-fiction. On sent que Perraudot veut sonder de nouvelles zones narratives et graphiques aussi avec Alors, ce graphiquement, nouvel album. il a un côté à la fois très minimaliste dans Oui. le trait et dans l'utilisation des couleurs qui sont... Alors, avant, il Très à plat, oui. travaillait beaucoup en bichromie ou en trichromie. Là, il y a un peu plus de variation, mais ça reste une palette assez restreinte. Donc oui, je disais minimalisme parce que un pur trait, à peine de couleurs, mais en même temps, pas du tout minimaliste parce qu'il en fout partout. Oui. Il met une tonne de détails, ce sont des planches très détaillées, il claque des doubles planches assez monstrueuses sur des scènes comme ça. Et ça fourmille de un détails. paradoxe entre la rondeur des personnages et tout ce qui est paysage, engin et tout ça qui sont très anguleux aussi, complètement. C'est géométrique ce dessin. C'est ça, il y a un côté très microscopique qui tire vers le macroscopique. Enfin, c'est vraiment perturbant. Et c'est ça que j'aime en fait chez lui, c'est que je ne sais jamais sur quel pied danser. Et à chaque fois, il me surprend. Telle une ligne mystérieuse, en fait, ce village-là, qui m'a fait un peu penser, moi, et coupé du monde, un peu comme celle des morts du peintre Arnold Böcklin. Ouais, Ce petit côté-là, je trouve, dans Perraudot. Et puis alors, qui est très malin en creux quand même dans son graphisme et dans son scénario. Il distille quelques pensées sur l'exil, l'impérialisme, le réchauffement climatique et l'effondrement propre à toute civilisation qui cherche à grandir sans prendre en compte les ressources. Pour le coup, là, on n'est plus trop dans l'utopie. Donc, Ouais. un récit SF calme et surprenant parce qu'on se pose en lisant ce récit. Ouais, et en même temps, on gamberge. Ouais. Et voilà, donc moi c'est Une le vraie combo qui va bien. réussite de Jérémy Perraudot, donc Le visage de Paville aux éditions 2024. La suite, Au cœur des solitudes de Lomig aux éditions Sarbacane, Lomig qu'on connaissait pour Dans la forêt. Ouais, Voilà, Dans la et forêt. là il raconte l'histoire de John Muir, 1867, cet homme qui a fait en sorte d'amener Roosevelt sur le plateau du Yosemite et de presque créer le premier parc naturel américain à l'époque. Mais en fait, John Muir est un botaniste amateur qui a décidé de partir à pied, explorer les États-Unis Oui. au 19e siècle. 1500 km à pied pendant, je ne sais plus, 3 ou 4 mois, peut-être même plus que ça. Et très croyant. Oui. Et à la fois, donc il a rapproché sa croyance spirituelle avec la présence de la nature et la beauté de la nature. Et les États-Unis, à l'époque, c'était vraiment un immense champ de possibilités. Ouais.
il marchait simplement, il recueillait les simples, les fleurs, il faisait des descriptions. Et en même temps, il savourait la beauté de la nature. Et donc, quand on parlait de rythme calme, là c'est pareil. Ah oui, assez calme. C'est très calme, Oui. c'est la déambulation d'un homme qui s'émerveille de toute la nature et de la beauté qui l'entoure. Voilà. Oui. Et c'est ça sur 200 planches. Et c'est waouh. Voilà. On en prend plein les On mirettes. en prend plein les mirettes parce Ouais. que malgré le gris, je ne vais pas dire du noir et blanc, je dirais presque du gris et blanc. Oui, presque du brun, du sépia, un petit peu comme ça. Ça tire sur le sépia. Malgré cette palette de couleurs très restreinte, Oui. eh ben, on y est, quoi. La flore est là, la faune est là. On a des images fantastiques dans les yeux. Oui. Son dessin semi-réaliste est besogné, détaillé, et il donne vraiment à voir la mesure et la majesté de la nature à travers des cases géantes en plus qui sont magnifiques. Il y a du détail de fou furieux. Hein. C'est vraiment un récit écolo, évidemment, puisque bah, voilà, John Muir était botaniste, aimait la nature, et comme tu l'as dit, il a soufflé l'idée à Roosevelt de préserver certaines parties Ouais. des États-Unis. Donc oui, un des premiers écolos américains, tout bêtement, et un des premiers écolos tout court. Et le choix radical de l'abstinence, justement colorimétrique, je trouve, met sans doute en adéquation la sobriété nécessaire que l'homme doit à la nature aussi. Je pense qu'il y a quelque chose Il y a de quelque ça, chose oui. comme ça qu'il a recherché. Une traversée dans les grands espaces que l'OMIC dessine avec finesse, délicatesse et poésie. La contemplation est au rendez-vous et le plaisir de suivre John aussi, et dans ses rêves aussi, et dans nos rêves aussi. Quel moment de pause, De calme, ouais. qui fait vraiment du bien. Donc ça s'appelle Au cœur des solitudes, aux éditions Sarbacane de l'OMIG. C'est vraiment génial. Alors, une adaptation maintenant, Fred, dont tu voulais nous parler, La vie secrète des écrivains, adaptation du roman éponyme de Guillaume Musso et adapté au dessin et au scénario par Miles Hyman aux éditions Calman Levy. Je vais commencer par une citation de Gabriel Garcia Marquez pour présenter cette bande dessinée. Tout le monde a 3 vies, une vie privée, une vie publique et une vie secrète. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je n'avais pas lu le roman de Musso. Le personnage principal, c'est un écrivain brillantissime Oui. qui a décidé d'arrêter d'écrire il y a 20 ans. Et depuis, il vit reclus dans une île du sud de la France. Personne ne donne ses nouvelles. Voilà. Et l'autre personnage principal, c'est un apprenti écrivain qui va tenter de reprendre contact avec son idole, Nathan Falls. Et pour ça, il se dit qu'il va se faire embaucher comme libraire sur la petite librairie un peu prout-prout, un peu intellectuelle. Oui, du village. du village qui est là, parce que Nathan Falls va faire ses courses quand même, mais il ne reçoit personne chez lui. Il est vraiment reclus comme un ermite, il va faire quelques courses et il passe de temps en temps à la librairie. Et il va y avoir des meurtres dans la région. Ouais. Voilà. Des meurtres assez rudes. Ouais. Est-ce que Nathan ne serait pas mêlé à ça? Ou peut-être son ex? Enfin voilà, je ne vais pas en dire plus parce que vraiment c'est un polar. Moi je ne savais pas que Musso écrivait des polars. Pour moi c'est un écrivain de littérature feel good, facile, comme ça. Mais alors là, c'est du polar machiavélique. Oui. C'est extrêmement écrit. Peut-être un peu trop pour qu'on se dise que oui, c'est plausible, mais on s'en fiche, parce qu'on est vraiment captivé par ces retournements de situation, par cette noirceur des personnages, par ces cliffhangers de fin de page. On fait « Ah, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Et ouais, c'est une mécanique de précision assez balèze, et moi je suis très surpris. Alors, le petit clin d'œil en plus que je trouve délicieux, c'est que Musso, qui est assez mal vu par les critiques littéraires, assène des leçons de littérature en disant « Mais non, la littérature, c'est pas des effets de style, la littérature, c'est le plaisir de raconter des histoires et le plaisir de les lire. » Oui. Et donc, il règle un peu ses comptes avec, avec l'intelligentsia. Voilà, c'est plutôt bien fait, c'est assez rigolo. Mais au-delà de ça, le récit fonctionne très bien, c'est vraiment prenant, et ça tient aussi au talent de Miles Hyman, avec notamment des couleurs qui ne sont pas faites pour être réalistes du tout. Pas du tout. Ah, c'est flashy. Hein. Moi, ça m'a perturbé au début, la différence entre le dessin et le récit, parce que le récit est prenant, je m'attendais à une ambiance un peu plus sombre et tout ça. Et là, on est vraiment dans des couleurs très chaudes, très flashy. C'est le sud de la France. C'est le sud de la France, il y a des couchers de soleil avec des rouges, orangés, enfin, il y a vraiment des ambiances très tranchées au niveau couleur. Et moi, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Oui. Ce mélange un peu... scénario froid, couleur chaude, et puis oui, la mécanique de narration de Hyman, voilà, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment de la lecture détente, enfin détente, si on aime lire des histoires avec des meurtres
c'est ça. Oui, Mais mais c'est de la lecture détente. c'est de la lecture Oui, détente. c'est de la lecture plaisante. C'est de la lecture plaisante, ça se dévore. C'est pareil, c'est une grosse pagination, il doit y avoir 150 pages. 180 pages. 180 pages, Ouais, on est donc, déçu de refermer le livre. et la fin est parfaite. Enfin, il n'y a pas de déception en se disant ouais, non, non. Non, c'est super carré, super bien fichu. Vraiment un bon polar à conseiller pour les amateurs du genre. Ça s'appelle donc La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso et Miles Hyman aux éditions Calman-Lévy. On vous le conseille vraiment. Alors maintenant, tu voulais nous parler d'une suite qui n'est pas vraiment une suite, aux éditions Sarbacane de Fabrizio Dori, Le Fils de Pan, dans une dimension parallèle de notre contemporanéité. Eustace, alias le satyre Pan, se retrouve à devoir gérer un fiston. Oui, c'est la suite du Dieu vagabond qui était Ouais. sorti il y a 4 ou 5 ans et qui racontait l'errance de Eustace, un satyre qui avait survécu jusqu'à nos jours. Et 2000 ans à faire la fête, voilà, au bout d'un moment, Voilà. il ne savait plus trop quoi faire. Et il a vu comme mission de faire se retrouver Pan et la Lune. C'était un bijou de poésie graphique, mais narrative et déclaration d'amour à la psychologie. Alors oui, Le Fils de Pan, c'est la suite, mais ça peut se lire de façon mais indépendante, complètement. mais je trouve que c'est mieux de lire les deux à la suite. Mais bref. Le Fils de Pan, donc oui, un satyre qui va devoir se retrouver à éduquer Un môme. un môme. C'est pas simple. Pour un satyre en plus. Pour un Pourquoi, satyre, pourquoi mettre un môme en plus dans les mains d'un satyre pour son éducation? Oui, mais justement, c'est toute la question de les gens qui ne sont pas forcément faits pour quelque chose peuvent apporter des ressources différentes de ce à quoi on s'attend. Enfin, Oui. c'est un bouquin aussi sur la destinée et son refus de la destinée, de prendre les choses en main. C'est un bouquin mythologique, Oui. tout bêtement. Et donc, ça Mais fonctionne. mythologique contemporain. Ouais, ça fonctionne beaucoup par analogie, par écho, ça fait beaucoup réfléchir le lecteur. Et moi, voilà, ça me stimule. Et je trouve ça vachement intéressant de proposer. Oui, tout le monde, ou presque, connaît la mythologie grecque Oui. et ses archétypes de scénarios. Et ouais, mais si ça se passe de nos jours et qu'on décale un petit peu le spectre, ça peut parler de notre vie de tous les jours. Exactement. Et Ouais. Eustace qui galère C'est à très élever, très malin. Hein. voilà, Eustace qui galère à élever le fils d'un autre, c'est les familles divorcées. Il y a des échos. Il faut Oui. juste voir ça autrement que comme un pur récit de bande dessinée. Oui. Mais après, en tant que bande dessinée, c'est quand même fantastique parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a le dessin de Fabrizio Dori qui est exceptionnel, Oui. et avec des audaces graphiques. Oui. Enfin voilà, c'est un bouquin qui ne ressemble à aucun autre parce que Dori y met beaucoup de clins d'œil à l'histoire de l'art. Alors le premier était très centré sur Van Gogh. Oui. Il avait fait une biographie de Gauguin avant de faire Le Dieu vagabond, donc c'est pareil, Gauguin, il y a 2-3 trucs. Mais là, il y a notamment des scènes sous terre. Alors, on s'attendait à trouver des scènes colorées, mais là, tout est noir. Oui. Mais différentes teintes de noir. Oui. Et il y a une maîtrise graphique exceptionnelle. Son dessin, il évolue, enfin, il change au fur et à mesure de l'album, et c'est très surprenant, mais très agréable en même temps. Ça fait peur par moments. Enfin, voilà, c'est un récit mythologique, et donc on passe par toutes les émotions. Ouais. Et ça réveille des jeux. Et au niveau du scénario, en plus, Dori parsème son aventure de tirailles qui ponctue les séquences et d'astuces de découpage aussi, je trouve. Il y a plein de clins d'œil à l'art nouveau, à l'art déco. Enfin, c'est plaisant comme tout. En même temps, je trouvais que, tu vois, Dori donne le sentiment d'écrire en avançant. Je sais pas si... Il y a un petit côté il y a ce petit improvisé, côté peut-être. improvisé peut-être à la lecture, j'ai ressenti ça. Mais moi, je trouve que c'est pas si grave que ça parce qu'on est totalement dans le domaine de l'onérisme. Donc voilà. Et peut-être que, comme je disais, on apprend en faisant. Oui. Et voilà. Et donc voilà. faire grandir un enfant, même si c'est pas le nôtre, improviser. Mince, ça galère. Ah, il y a une galère. Bon, on va faire autrement. Donc c'est un bouquin qui ressemble encore une fois à aucun autre. Et c'est ça qui me plaît. Ouais, donc ça s'appelle Le Fils de Pan aux éditions Sarbacane de Fabrizio Dori, ou Comment se plonger dans un rêve éveillé, en fait. C'est ça. Allez, on passe à la jeunesse tout de suite avec Pépin et Olivia aux éditions Dupuis. Là, c'est un tome 1, La fête de rien du tout de Camille Jourdi, qui avait fait Rosalie Bloom, Les merveilles, Caché ou pas, j'arrive. Mais là, c'est l'intime escapade en enfance qu'il nous manquait, en fait, avec Pépin et Olivia. Camille Jourdi, elle a fait ses études à l'école d'art d'Épinal. Et elle a explosé très vite dans le milieu de la bande dessinée, avec notamment Rosalie Bloom qui a été adaptée au cinéma, qui était une tranche de vie d'une quarantenaire un peu désabusée. Là, elle fait un projet jeunesse
intégralement toute seule, aux éditions Dupuis, dans la nouvelle collection Les Ondines, qui est plus une collection de romans graphiques, donc avec une plus grosse pagination et peut-être plus d'ambition au niveau graphisme. C'est à la fois de la jeunesse, mais en même temps, je le conseille à tous les adultes, parce que c'est de la tranche de vie d'une famille. Oui. Pépin et Olivia, c'est un gamin qui a, je sais pas, 7-8 ans, et sa grande sœur qui doit avoir 10 peut-être. Pépin a une façon de voir le monde qui est encore très innocente et très rafraîchissante, et en même temps, c'est pas naïf non plus, hein, donc quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Oui, c'est clair. Ouais. Comme les enfants Comme de les cet enfants, âge-là. voilà. De cet âge-là, hein. Et Olivia est déjà, elle prend son rôle de grande sœur au sérieux, et puis elle aimerait bien écarter son petit frère quand elle discute avec ses copines. Oui. Et les parents au milieu de tout ça, Ils sont touchants aussi. ils rament les parents, Ils rament, mais voilà, mais c'est parents. touchant, c'est des parents modernes Voilà. qui s'approchent de leurs enfants. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois de la jeunesse, mais de l'adulte aussi, parce que c'est vraiment une famille, tout ce qu'il y a de plus lambda. Oui. C'est magnifique de douceur, de tendresse, d'humour. Oui. Moi, de justesse. De justesse, mais on sent l'amour familial dans ce bouquin. Et il y a les amis, il y a le voisin qui est un peu bougon, mais qui au final pas tant que ça. Il y a les grands-parents qui n'ont pas du tout les mêmes caractères. Enfin, et waouh. Alors c'est plein de petites histoires. Voilà, hein, c'est des histoires qui font 7-8 pages, Oui, entrecoupées de grandes illustrations, un petit peu narratives comme ça. Je pense que l'ambition, c'était de faire un Tom et Nana, mais version moderne. 2023. Et je trouve que ça marche encore mieux. Au niveau du dessin, ça rappelle aussi ça. On est sur un dessin très fin, réaliste. Mais avec qui en une fait pas mise en des caisses. couleur. Avec une mise en couleur à la pastel fantastique. Il y a un passage, il y a toute une histoire qui se passe dans une forêt où évidemment la grand-mère les a perdus. Parce que les grand-mères perdent les enfants en forêt, c'est ça. Et ça se passe en automne, mais c'est d'une beauté, mais ça a coupé le souffle. Wow. Une magnifique ode à l'enfance. Ouais, et même en tant que parent, elle va se dire, on n'est pas tout seul à galérer, quoi. Oui, c'est ça. Donc on vous le conseille vraiment là en jeunesse et pas que en jeunesse. Pépin et Olivia aux éditions Dupuis de Camille Jourdi. Alors, on va passer aux petites suites tant attendues. Madeleine résistante, tome 2, L'Aideron rouge de Jean-David Morvan. Madeleine Riffaut, bien sûr, son histoire de résistante. Et Dom Bertaille au dessin, un destin hors du commun de cette résistante française. Et là, c'est un tome 2 incroyable. Incroyable, oui. Pour moi, ça fait partie des œuvres majeures de la bande dessinée historique, et même de la bande dessinée tout court, de ces dernières années. Ouais. Madeleine Riffaut, pour rappel, s'est engagée dans la résistance quand elle avait 17 ans. Oui. Elle est toujours en vie, elle a 98 ou 99 ans. Elle raconte ses souvenirs. Ce qui fait qu'il y a une distance par rapport à ce qui se passe dans le récit et comment elle le raconte. Parce qu'elle dit « Ah, mais ça, tu verras plus tard. » Parce que, voilà. Et Madeleine, après-guerre, a été journaliste. Elle a couvert le Vietnam, l'Algérie, toujours à se mettre du côté des opprimés. Elle a une gouaille, une faconde assez incroyable. Et j'ai presque envie de dire que c'est drôle à lire, alors que c'est des événements atroces. Oui. Mais parce que Madeleine a une vie qui transpire à travers le papier. Elle est totalement vivante et ce qu'elle réalise et ce qu'on apprend de ce qu'elle fait dans la résistance, dans ce bouquin-là, c'est... Alors autant le premier était presque une balade de santé, malgré l'exode, malgré le sanitarium, malgré l'occupation allemande de Paris, mais là, le tome 2... Elle entre vraiment dans la résistance et elle arrive à des niveaux de décision et d'action où là, c'est du très très lourd. Ouais. Et c'est très très dur aussi. Oui. Mais justement, avec le recul, elle arrive à adoucir sans amoindrir. Et c'est ça la difficulté du bouquin. Elle raconte les faits sans les amoindrir et c'est d'une puissance incroyable. Et là, le dessin est encore ce qui frappe encore plus là parce que cette bichromie de bleu, Bertaille, une BD bichromique de degrés de bleu et de blanc et de noir, enfin, c'est une précision dingue, franchement, qui montre le travail de recherche aussi des auteurs. Il y a la documentation, c'est fou de documentation, c'est fou. En plus, c'est les couleurs justement en aplat, je trouve, qui donnent encore plus de force au récit. Ouais, non, le dessin, c'est magnifique. Voilà, on n'en dira pas plus, mais moi, la fin du tome m'a vraiment trié au triple jusqu'à avoir vraiment les yeux qui brillent très, très, très fort. On vous le conseille, Madeleine résistante, c'est un témoignage rare, vraiment, un acte de mémoire. Au moment même où les derniers témoins disparaissent face aux nouveaux extrêmes, et là, on en a bien besoin. Et du coup, ça me fait ma transition toute faite sur une autre grande dame, là, qui était
enfermée à Auschwitz, Ginette Kolinka, on sort une bande dessinée chez Albin Michel, Adieu Birkenau, et encore Jean-David Morvan et Victor Matet là au scénario, avec Richard Effa, Cesque et Roger Seul au dessin. Ginette Kolinka qui raconte comment elle a dû fuir la France occupée et finalement se retrouver au camp de Birkenau et tout ce qui s'est passé au camp de Birkenau-Auschwitz. C'est du témoignage de première main. Ouais. Et Adieu Birkenau est beaucoup plus, je vais dire, grand public et peut-être même jeunesse que Madeleine Résistante. C'est fait. Les dessins sont faits pour que ce soit justement lu par un public populaire à partir de 10 ans, je dirais, 10, 12 ans, peut-être pas avant, parce que c'est dur. Hein. Ouais, c'est très dur. On est dans le... Ouais, c'est du témoignage, c'est dire les choses. Et la BD réussit vraiment à mettre dans toutes les mains ce témoignage. Et c'est... Ouais, on passe de planche justement avec elle fait avec Ginette à notre époque qui raconte et sur un autre travail de couleur quand on voit son récit en 1944 dans le camp de Birkenau. Voilà, elle est retournée à Birkenau avec une classe en 2020 et donc on a cette alternance passé, présent de récits et c'est un bouquin très fort aussi, dans un autre style que Madeleine, qui est raconté de façon plus viscérale, et qui n'a pas les deux mêmes vies non plus. Voilà, hein, c'est ça, une femme dans la résistance et une femme qui a choisi de s'élever alors que Ginette, alors elle a choisi de se battre alors qu'elle aurait pu abandonner, de se battre pour continuer à vivre. Mais voilà, c'est pas la même chose, mais les deux se rejoignent forcément. Et c'est important, je trouve, d'avoir ces témoignages de première main et de pouvoir continuer à en profiter. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance vraiment de voir Ginette Kolinka, qui a 98 ans et qui fait toujours des conférences pour expliquer tout ça, c'est un album vraiment à lire, une BD bouleversante, très sobre et qui raconte l'indicible. On vous le conseille, avec les enfants peut-être les accompagner pour la lecture, parce que c'est vrai que les dessins nous permettent vraiment de plonger dedans, même pour les enfants, mais le récit est rude quand même, hein, donc voilà, c'est juste magnifique. On va terminer là-dessus, Fred, merci beaucoup de tes présentations et de ces bandes dessinées. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture, vosgestélévisions.tv. Et que les petits Casabules sur la chaîne YouTube sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Petit Casabule. Je vous remercie de nous avoir suivis. On va se quitter maintenant. Vous pouvez bientôt éteindre votre télévision et lire de la bande dessinée. Mais avant tout, je vais laisser la parole à Ginette Kolinka sur des propos recueillis par Victor Matet pour les éditions Albin Michel, justement. On l'écoute. Que voulez-vous que l'on retienne de vos témoignages ? La tolérance, musulmans, juifs, athées, tout ce que tu veux, on s'accorde. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un nez, une bouche, des oreilles, on a tous faim, on a tous soif. Voilà, on est des êtres humains, alors on est tous pareils. Ça serait formidable de réaliser qu'on est tous pareils.